la situation en Espagne est vraiment très critique. Elle était déjà avant la crise avec une situation de précarité énergétique dans beaucoup de ménages. On compte que 3,5 millions de ménages en Espagne sont en situation de précarité pour mettre le chauffage. Prenant compte de la précarité énergétique, il était très important de penser à un système qui vraiment protégeait les consommateurs en Espagne. Et le fait, c'est que la tarifa de último recurso, la tarif du dernier recours, n'a pas réussi à faire contenir les prix car cette tarif est liée au prix journalier de l'électricité dans le marché. Et avec la crise du gaz, les tarifs pour les ménages les plus modestes est augmenté, plus que pour les ménages qui avaient des tarifs privés avec les fournisseurs d'électricité. On a mis d'autres mesures sur place, comme les bonus sociaux, qui est une réduction dans la tarif, mais la mesure n'attend que 50% des personnes qui auraient droit à cette bonus. Il faudrait surtout faire avancer des ventes aux enchères de renouvelables et de faire éloigner la tarifa d'ultimo recurso du marché journalier pour faire en sorte qu'on puisse avoir des prix stables de l'énergie pour les consommateurs les plus modestes. C'est une mesure qui a en effet réussi à réduire les prix. On a vu que les prix de l'électricité en Espagne ont augmenté de 33% ces derniers mois, face à 160% dans des pays comme l'Allemagne ou même la France. La façon dont ça fonctionne, c'est en mettant un plafond au prix d'offre de l'électricité des centrales du gaz dans les marchés journaliers. Les compagnies sont après compensées les prix du gaz par tous les consommateurs. Donc c'est tous les consommateurs en Espagne qui payent pour cette mesure. Mais le fait c'est que cette mesure permet de voir quels seraient les prix de l'électricité si on ne payait que le gaz au prix du gaz et non pas toute l'électricité. Sans doute, le problème à court terme, c'est le problème qui domine en Italie comme dans les autres pays, parce que l'explosion du prix du gaz qui a entraîné l'explosion du prix de l'électricité, c'est le sujet qui domine les débats, comme je le disais. Quand j'entendais les chiffres en France ou dans d'autres pays, je pense que les Italiens souscriraient très heureusement à l'augmentation de 15% et même beaucoup plus pour l'avenir, parce que nos augmentations ont été bien plus importantes. Pour donner une idée, les consommateurs, vous avez déjà rappelé qu'il y a deux catégories de consommateurs, les consommateurs sous tutelle, maggiore tutela, qui sont servis par l'acheteur unique dont on parlera, et les autres consommateurs. Donc les consommateurs sous tutelle ont eu une augmentation de l'électricité en un an d'à peu près 100%. Ceux qui étaient censés être protégés. Oui, Voilà. Et qui sont... Oui. Ils sont censés être protégés. Bon, ils ont 100%, eu que 100%, disons. Et les autres pour le gaz, qui est plus important encore dans le budget des familles, 70%. Donc, c'est très important. Pour les autres, ça dépend du type de contrat qu'ils ont. Donc, ceux qui avaient un contrat à prix fixe, si le fournisseur est toujours là, et ça c'est un problème, je pense que M. Carlier en parlera, et c'est la même chose un petit peu en Italie, ils continuent de payer jusqu'à l'échéance le prix fixe, dont ils n'ont pas eu cette conséquence, et ceci fait dire que être sur le marché libre, c'est mieux
peut-être qu'être sur le marché protégé, c'est pas vrai, c'est une situation exceptionnelle. À mes yeux, c'est une situation exceptionnelle. Mais en ce moment, c'est vrai, ceux qui avaient un prix fixe payent à peu près ce qu'ils payaient, même, si je peux dire, moins pour les interventions qu'il y a eu de la part du gouvernement. Mais ceux qui, par contre, étaient sur le marché libre avec des tarifs, des prix disons, orientés à l'évolution du prix le jour, ceux-là, ils payent énormément. Et il n'y a pas que les familles, il y a aussi, disons, toutes les petites entreprises, l'artisanat, le commerce, qui étaient plutôt dans cette situation-là. Et donc, eux, ils ont complètement la conséquence de l'augmentation des prix, et c'est un gros sujet. Et pour atténuer cette augmentation, le gouvernement est intervenu jusqu'au mois de juillet, c'était 50 milliards au total. Donc la première chose qu'on a fait, on a annulé les charges de système. On a réduit puis annulé les charges de système. Et même pour le gaz, on les a fait devenir négatives. Donc des vraies subventions, mais ce 20% n'a pas été suffisant, donc il y a d'autres mesures, une pression du gouvernement pour que l'autorité de réglementation intervienne sur les tarifs protégés, disons les tarifs de l'acheteur unique. Et à chaque trimestre, parce que c'était tous les trimestres qu'on fixait les prix pour les protéger, il faut mettre quelque chose de plus sur la table. C'est une société publique, donc contrôlée par le ministère de l'économie italienne, mais une société anonyme, donc comme toutes les sociétés, sans but de profit. Donc lui, quand même, c'est pas. Oui, c'est ça. Il n'a pas de but de profit. Il doit simplement couvrir ses coûts. Donc il achète l'énergie et il la cède aux consommateurs protégés, disons, au même prix des achats. Mais disons que pendant quelques années, l'acheteur unique, effectivement, achetait librement et il était même obligé de faire des contrats, disons, au moins annuels pour avoir cette garantie et d'un prix plus stable. Et le reste, à la limite, il l'achetait sur le marché au jour le jour. Ceci a changé en 2017, parce qu'en 2017, on a aussi décidé qu'on ne voulait plus d'acheteurs uniques. Il y a une propagande, si je peux utiliser ce mot, qui dit que bon, le marché libre, c'est ça la liberté. Bon, c'est tautologique, mais c'est l'avantage des consommateurs. Donc il fallait abolir l'acheteur unique et le marché protégé, vu comme aller contre la liberté des consommateurs. Donc à partir de 2017, l'acheteur unique, on lui a dit, bon, tu achèteras complètement sur le marché, donc au jour le jour. Donc c'est ça qui fait qu'à ce moment, les soi-disant consommateurs protégés ne sont plus protégés. Il faut les protéger autrement, comme j'ai essayé d'expliquer auparavant. Pourquoi, à mon avis, c'est une bonne solution, à condition, on le dira, d'avoir des contrats de long terme. Oui, c'est ça. Qu'on revienne un peu à l'ancienne et même qu'on aille plus loin que ce qui était fait auparavant. En fait, en France, encore une fois, on a été assez protégés sur l'électricité. Pourquoi ? Parce qu'on a les 2/3 des Français qui sont restés au tarif réglementé. Les Français, finalement, ont été raisonnables. Ils n'ont pas du tout écouté tout ce qu'on leur a dit pendant 15 ans. Ils sont restés au tarif réglementé. Bon, alors, il y a quand même 30%, grosso modo, qui eux, ne sont pas restés. Là-dedans, on considère qu'il y a une petite moitié qui ont été très, très maltraités. Alors, ça fait 10-15%. En soi, on peut dire que ce n'est pas énorme, mais c'est parce qu'on a le tarif réglementé avec beaucoup de gens qui ont souscrit. 10-15% qui ont quand même été très maltraités. C'est l'opérateur qui dit au mois d'octobre 2021, le prix qui était indexé sur le TRV, je l'indexe sur le prix du marché de gros. Nous, on a fait des alertes dans la presse pour dire, bon, il faut que vous sortiez là, il faut que tout le monde sorte. Mais la vie est ainsi faite que la majorité ne sont pas sortis. Et donc, on a eu ces vagues, parce que nous, on a vraiment eu des vagues, on les surnommait d'ailleurs, il y avait les Cdiscountiens, les Mintiens, enfin, on avait vraiment ce truc-là. Évidemment, si vous indexez sur le marché de gros, ça revient finalement
à indexer votre facture sur le Bitcoin quasiment. C'est à peu près ça. Donc si vous êtes joueur, pourquoi pas. Mais là, c'était des gens qui en fait souvent avaient souscrit justement à la faveur d'achats groupés, de choses comme ça. Parfois, c'était, je le dis souvent, c'était le petit-fils ou le neveu qui avait dit mais tu peux gagner. Mais après, le problème, c'est que le petit-fils, il n'est pas allé rappeler sa grand-mère pour lui dire maintenant ça change. Non, mais on a eu pas mal des comme ça. C'est mon petit-fils qui m'a fait souscrire. Et puis après, j'ai pas compris. Bon, et donc voilà. Donc ça a été un vent de désolation pour tous ces gens. Et ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'on voit à ce moment-là, c'est un système de concurrence qui n'est pas viable, et qui donc oblige ces 40 fournisseurs virtuels, tous sur la même ligne, à avoir des pratiques toxiques, parce que s'ils n'ont pas de pratiques toxiques, ils ne peuvent pas exister sur le marché. Et juste ce que je voulais dire, c'est que quand les prix du marché de gros étaient bas et stables, qu'est-ce qu'on avait comme pratique toxique? Et ça, vous, dans les collectivités, vous l'avez beaucoup vécu. Le démarchage agressif en porte-à-porte. Parce qu'évidemment, si vous êtes tous au même prix, tous avec la même offre, que vous êtes 40, comment vous gagnez? Il faut aller chez les gens et les tromper. Et souvenez-vous, les pratiques de démarchage agressif. Là, évidemment, ils ne vont pas faire du démarchage agressif parce qu'ils sont en perte. Donc, ils n'ont pas cette stratégie-là. Là, le problème de la toxicité, c'est que pour être un peu moins cher, il y a forcément, sur les 40, il y en a 15 qui sont mal couverts. Ces 15-là cassent tout de suite et ils ont des pratiques qui sont tout à fait critiquables. Et là, il n'y a personne, je tiens vraiment à le dire, à la DGEC, le ministère de l'écologie, ou à la CRE, la réponse a été de dire il faut faire des actions en justice, faites des actions en justice et ça sera corrigé. Merci les mecs, quoi. En plus, c'est nous qui les faisons, quoi. Bon, voilà. Donc en gros, c'est le panorama. Et il faut comprendre que cette toxicité, elle vient vraiment de vouloir créer un marché qui n'avait pas de sens. Nous, la CLCV, on a passé notre temps à accompagner des libéralisations, parfois de façon très enthousiaste. Les télécoms, l'assurance emprunteur, même sur les assurances, etc. Il y a les professions réglementées. Même sur les taxis, on a un discours qui n'est pas si anti-Uber que ça, enfin, on essaye d'être un peu en équilibre. Mais là-dessus, c'est pas un bien comme un autre. Il n'y avait pas de sens et résultat, ça a produit un marché toxique. Fondamentalement, la meilleure solution, je vais être très clair en France, ce serait de revenir à un monopole de fourniture. Ça, je veux dire, on a osé le dire parce qu'il y a tellement de gens qui le pensent qu'à un moment, c'est bien de l'écrire. Bon, c'est aussi simple que ça. Bon. Après, ce qu'on peut proposer, c'est assez simple. C'est de dire qu'après tout, ce qui compte, c'est d'avoir un tarif réglementé protecteur et qu'après, s'il y a des opérateurs qui veulent être sur le marché, moi, je ne suis pas forcément contre. Mais c'est à condition, d'une part, qu'on ne crée pas tout un tas de dispositifs qui viennent complètement dérégler le système, parce que c'est ce qu'a fait la Commission de régulation de l'énergie depuis 10 ans, et par ailleurs, qu'on laisse en fait éventuellement la place à des gens qui ont quelque chose de différent à apporter relativement à l'opérateur historique. Parce que ça, j'entends bien qu'il peut y avoir des choses différentes de l'opérateur historique. Tous les courtiers virtuels disparaîtraient. Dans le système qu'on préconise, il y aura un tarif réglementé protecteur, il y aurait toujours la concurrence, mais tous les courtiers virtuels disparaissent. Ce qui resterait, c'est on aime ou on n'aime pas, peu importe, mais c'est deux types d'opérateurs, on va dire de type Enercop et compagnie, qui créent des énergies décentralisées, qui proposent des prix qui seront plus élevés que le tarif réglementé, mais les gens le prennent pour des raisons parce qu'ils aiment bien, et qui laisseraient la place à un éventuel innovateur. Si tout d'un coup un innovateur arrive, mettons avec un système de stockage local, etc., avec une offre intéressante, il pourrait rentrer. Mais ça mettrait fin à toute cette faune de courtiers virtuels qui est vraiment toxique. Donc, si l'acheteur unique était vraiment un sujet qui peut faire des contrats de long terme et que donc il est tourné avec la transformation du système et il l'aide parce qu'il faut aller vers les renouvelables. Nous, on n'a pas le nucléaire et je ne sais pas si on va retourner en 2050. Il faut qu'il puisse faire des contrats de long terme avec les renouvelables et transférer. Et comme ces contrats peuvent être des contrats à coût fixe, parce que celui qui investit dans les renouvelables, il a essentiellement des coûts fixes. Donc il faut qu'il couvre ses coûts fixes avec une marge, parce qu'il n'est pas là pour
disons juste pour aider Donc, le il consommateur. gagne un peu d'argent. Voilà, il veut gagner aussi de l'argent, mais une fois qu'il est assuré de gagner de l'argent, il peut faire des contrats à coût fixe. Donc l'acheteur unique pourrait faciliter encore plus l'émergence des renouvelables et transférer ces coûts fixes aux consommateurs, donc donner une stabilité à la perspective du prix pour les consommateurs et faire jouer la concurrence un petit peu, parce que, bon, là, encore une discussion, mais les coûts de production de renouvelables sont différents et donc il y aurait un petit peu de concurrence possible. Donc moi je vois un rôle et je dirais que l'Union européenne voit très bien les communautés énergétiques et les voit comme fait local. Donc on produit, on consomme, on produit aussi des renouvelables, essentiellement des renouvelables, et donc il y a une solidarité, etc. etc. L'acheteur unique à un niveau plus élevé, national ou un peu plus haut, c'est une communauté énergétique à un niveau plus haut. On pourrait imaginer un acheteur unique européen ? Bon, là, c'est un peu difficile parce que la solidarité, c'est aussi le même prix. Et c'est un autre avantage de garder le même prix pour un nombre élevé de consommateurs. Et si je peux dire, bon, je suis très pro-européen, mais je vois que la solidarité européenne est un peu défaillante. Et on le voit dans ce qui a été dit dans les accords entre France et Allemagne, dans les conditions différentes. La rente nucléaire que vous avez, vous voulez la donner aux consommateurs français, pas aux consommateurs espagnols ou italiens. Oui. Donc c'est un peu difficile de le concevoir. Et pour nous, le débat, ce n'est pas le retour au monopole. En fait, ce qui opère en Espagne maintenant, c'est un oligopole où il y a 4 grandes compagnies qui concentrent 70% du marché. Donc, ces grandes compagnies d'électricité ont beaucoup de pouvoir et la Commission nationale du marché et de la concurrence est en train d'évaluer les politiques de ces compagnies parce que bon, ce manque de transparence, cet abus de position des compagnies. Donc, le débat en Espagne, ce n'est pas de revenir vers un monopole, mais plutôt de faire avancer une vraie concurrence. Ce qui est une particularité en Espagne, c'est qu'on n'a pas de fournisseurs ou de producteurs publics d'électricité. Ce sont des compagnies qui ont pris la place du monopole et c'est ça qui a empêché d'avoir un vrai tarif réglementé qui pourrait protéger les gens maintenant. Donc pour les centrales hydrauliques qui vont finir leur concession ces prochaines années, nous pensons que cette compagnie soit rendue à l'État pour qu'ils puissent mettre en place un tarif réglementé qui vraiment protège les consommateurs.